Oh, c'est l'heure du conteur. Oui, c'est l'heure du conteur. C'est l'heure du conteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le conteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du conteur. Aujourd'hui, je vais te réciter une sélection de fables de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine est né en 1621 à Château-Thierry en Champagne. Comme son père est un maître des eaux et forêts, le petit Jean passera le plus clair de son enfance à la campagne, ce qui lui donnera un goût immodéré de la nature et des animaux. Après des études de droit, Jean de La Fontaine s'installe à Paris en 1658. Là, il fréquentera les plus grands écrivains de son époque, comme Molière, Racine, Boileau, Corneille et Perrault, que nous connaissons bien sur cette chaîne. À 47 ans, il publie le premier recueil de ses fables. Après avoir été admis à l'Académie française en 1684, Jean de La Fontaine se retire chez des amis au château de Bois-le-Vicomte, où il mourra le 13 avril 1695. Ces fables mettent en scène le plus souvent des animaux à qui Jean de La Fontaine prête des sentiments et des expressions humaines. Chaque fable tire de son histoire une leçon morale qui nous invite à réfléchir sur nos défauts. Il s'agit bel et bien d'un enseignement, car Jean de La Fontaine disait lui-même « Je me sers des animaux pour instruire les hommes ». À présent, place aux fables. Le cerf se voyant dans l'eau. Dans le cristal d'une fontaine, un cerf se mirant autrefois louait la beauté de son bois et ne pouvait qu'avec peine souffrir ses jambes de fuseau dont il voyait l'objet se perdre dans les eaux. « Quelle proportion de mes pieds à ma tête !» disait-il en voyant leur ombre avec douleur. « Détaillés les plus hauts, mon front atteint le faîte, mes pieds ne me font point d'honneur. » Tout en parlant de la sorte, un limier le fait partir. Il tâche à se garantir, dans les forêts il s'emporte. Son bois, dommageable ornement, l'arrêtant à chaque moment, nuit à l'office que lui rendent ses pieds de qui ses jours dépendent. Il se dédie alors et maudit les présents que le ciel lui fait tous les ans. Nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile, et le beau souvent nous détruit. Ce cerf blâme ses pieds qui le rendent agile, il estime un bois qui le nuit. Le chat, la belette et le petit lapin. Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette, un beau matin, s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. « Oh Dieu hospitalier, que vois-je ici paraître ?» dit l'animal chassé du paternel logis. « Oh là, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, ou je veux avertir tous les rats du pays. » La dame, au nez pointu, répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre, qu'un logis où lui-même il n'entrait que rampant, et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui de père en fils l'ont de Pierre à Simon, puis à moi, Jean, transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage? Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobi. C'était un chat vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la chatte-mythe, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin pour juge l'agrée. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Grippe Minot leur dit « Mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd, les ans sont la cause. »
L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée il vit les contestants, Grippe Minot, le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. L'âne juge. Un baudet fut élu, par la gent animale, juge d'une chambre royale. C'est l'homme qu'il nous faut, disaient autour de lui ses amis accourus tout exprès au concile, simple dans son maintien et dans ses goûts faciles. Il sera de Thémis l'incomparable appui, et de plus, il rendra sentence non pareille, puisque tenant du ciel les plus longues oreilles, il se doit mieux entendre aux affaires d'autrui. Bientôt l'industrieuse Avette, devant cet arbitre imposant, se plaignit que la guêpe allait partout disant que le trésor doré des filles de l'Hymette, loin de valoir son miel âcre et rousseau, n'était bon qu'à sucré potage de pourceau. Contre cette menteuse, impudente et traîtresse, j'implore à genoux votre Altesse, dit l'abeille tremblante au juge au gros museau. À ces mots, l'âne se redresse dans son tribunal et, prenant un air magistral, décorum ordinaire aux gens de son espèce, il ordonne à l'huissier d'étendre au bord d'un muid égale part de l'un et de l'autre produit. Le grison en goûta du fin bout de sa langue, pas une fois mais deux, et tint cette harangue, la gloire de la robe et du bonnet carré. La plaignante ayant fait une cuisine fade, nous déclarons, tout très considéré, qu'à sa compote de malade, le miel guépin est par nous préféré. Quelle saveur au palais agréable! C'est le piquant des mets délicieux, dont Hébé parfume la table de Jupin le maître des dieux. Et chacun de blâmer cet arrêt vicieux. Messire Goupillet, renard de forte tête, leur dit « De votre choix, vous avez les guerdons. Je n'attendais pas moins de ce croque-chardon. » Selon ses goûts, juge la bête. Le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau: vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à passer la tête, cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est acquis long, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Le meunier, son fils et l'âne. L'invention des arts étant un droit d'aînesse, nous devons l'apologue à l'ancienne Grèce. Mais ce champ ne se peut tellement moissonner que les derniers venus n'y trouvent à glaner. La Feinte est un pays plein de terres désertes. Tous les jours, nos auteurs y font des découvertes. Je t'en veux dire un trait assez bien inventé, autrefois à Racan-Malherbe l'a conté. Ces deux rivaux d'Horace, héritiers de sa lyre, disciples d'Apollon, nos maîtres pour mieux dire, se rencontrant un jour tout seuls et sans témoin, comme ils se confiaient leurs pensées et leurs soins, Racan commence ainsi. Dites-moi, je vous prie, vous qui devez savoir les choses de la vie, qui par tous ces degrés avez déjà passé, et que rien ne doit fuir en cet âge avancé, à quoi me résoudrais-je? Il est temps que j'y pense. Vous connaissez mon bien, mon talent, ma naissance. Dois-je dans la province établir mon séjour, prendre emploi dans l'armée ou bien charge à la cour? Tout au monde est mêlé d'amertume et de charme, la guerre a ses douceurs, l'hymen a ses alarmes. Si je suivais mon goût, je saurais où buter, mais j'ai les miens, la cour, le peuple à contenter. Malherbe là-dessus, contentez tout le monde, écoutez ce récit avant que je réponde. J'ai lu dans quelque endroit
qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçons de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit. Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvres gens, idiots, couple ignorant et rustre. Le premier qui les vit, de rire s'éclata. « Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là. Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. » Le meunier, à ces mots, connaît son ignorance. Il met sur pied sa bête et la fait détaler. L'âne, qui goûtait fort l'autre façon d'aller, se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure. Il fait monter son fils, il suit, et d'aventure passe 3 bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux au garçon s'écria tant qu'il put. « Oh là, oh, descendez, que l'on ne vous le dise. Jeune homme qui menait laquais à barbe grise, c'était à vous de suivre, au vieillard de monter. »« Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. » L'enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte. Quand 3 filles passant, l'une dit « C'est grand honte qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce Nico, comme un évêque assis, fait le veau sur son âne et pense être bien sage. »« Il n'est, dit le meunier, plus de veau à mon âge. Passez votre chemin à la fille, et m'en croyez. » Après maint quolibet coup sur coup renvoyé, l'homme crut avoir tort et mit son fils en croupe. Au bout de 30 pas, une 3e troupe trouve encore à gloser. L'un dit « Ces gens sont fous, le baudet n'en peut plus, il mourra sous leurs coups. Et quoi, charger ainsi cette pauvre bourrique? N'ont-ils point de pitié de leur vie domestique? Sans doute qu'à la foire, ils vont vendre sa peau. »« Parbieu, dit le meunier, est bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois, si par quelque manière nous en viendrons à bout. » Ils descendent tous deux. L'âne, se prélassant, marche seul devant eux. Un quidam les rencontre et dit « Est-ce la mode que baudet aille à l'aise et meunier s'incommode? Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser? Je conseille à ces gens de le faire enchasser. Ils usent leurs souliers et conservent leur âne, Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête et la chanson le dit. Beau trio de baudet. » Le meunier repartit. « Je suis âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue. Mais que dorénavant, on me blâme, on me loue, qu'on me dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. » Il le fit, et fit bien. Quant à vous, suivez Mars ou l'amour ou le prince, allez, venez, courez, demeurez en province, prenez femme, abbé, emploi, gouvernement, les gens en parleront, n'en doutez nullement. Le lion et le chasseur. Un fanfaron, amateur de la chasse, venant de perdre un chien de bonne race qu'il soupçonnait dans le corps d'un lion, vit un berger. « Enseigne-moi de grâce, de mon voleur, lui dit-il, la maison, que de ce pas je me fasse raison. » Le berger dit « C'est vers cette montagne, en lui payant de tribut un mouton, par chaque mois j'erre dans la campagne, comme il me plaît et je suis en repos. » Dans le moment qu'il tenait ces propos, le lion sort et vient d'un pas agile. Le fanfaron, aussitôt d'esquiver, « Ô Jupiter, montre-moi quelque asile, s'écria-t-il, qui me puisse sauver. » La vraie épreuve de courage n'est que dans le danger que l'on touche du doigt. Tel le cherchait, dit-il, qui, changeant de langage, s'enfuit aussitôt qu'il le voit. La poule aux œufs d'or. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, s'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui, du soir au matin, sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches. L'âne portant des reliques. Un baudet, chargé de reliques, s'imagina qu'on l'adorait. Dans ce pensée, il se carrait, recevant comme sien l'encens et les cantiques. Quelqu'un vit l'erreur et lui dit « Maître Baudet, ôtez-vous de l'esprit une vanité si folle. Ce n'est pas vous, c'est l'idole à qui cet honneur se rend et que la gloire en est due. D'un magistrat ignorant,
c'est la robe qu'on salue. Le loup et la cigogne. Les loups mangent gloutonnement. Un loup donc, étant de Frérie, se pressa, dit-on, tellement qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gosier. De bonne heure pour ce loup qui ne pouvait crier, près de là passe une cigogne. Il lui fait signe, elle accourt. Voilà l'opératrice aussitôt en besogne. Elle retira l'os, puis pour un si bon tour, elle demanda son salaire. « Votre salaire ?» dit le loup. « Vous riez, ma bonne commère. Quoi, ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou? Allez, vous êtes une ingrate. Ne tombez jamais sous ma patte. » Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. « Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point, sitôt que moi, ce but. »« Sitôt? Êtes-vous sage ?» repartit l'animal léger. « Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élébore. Sage ou non, je parie encore. » Ainsi fut fait, et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ceux qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir plus tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi l'emporter. Et que serait-ce si vous portiez une maison? » Les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit: « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis, pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force boutons. Que m'avait-il fait, nulle offense? Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter selon toute justice que le plus coupable périsse. » « Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sans espèce, est-ce un péché? Non, non, vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui sur les animaux se font un chimérique empire. » Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit:
J'ai souvenance qu'on a pris de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et, je pense, quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » À ces mots, on cria « haro » sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée incapendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous payerai, Lui dit-elle. avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut, Que faisiez-vous au temps chaud? dit-elle à cette emprunteuse. Oh, nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? Chante Forez. Eh bien, dansez maintenant. Le cheval et l'âne. En ce monde, il se faut l'un l'autre secourir. Si ton voisin vient à mourir, c'est sur toi que le fardeau tombe. Un âne accompagnait un cheval peu courtois, celui-ci ne portant que son simple harnois, et le pauvre baudet si chargé qu'il succombe. Il pria le cheval de l'aider quelque peu, autrement il mourrait devant qu'être à la ville. La prière, dit-il, n'en est pas un civil. Moitié de ce fardeau ne vous sera que jeu. Le cheval refusa, fit une pétarade, tant qu'il vit sous le fait mourir son camarade, et reconnut qu'il avait tort. Du baudet en cette aventure, on lui fit porter la voiture, et la peau par-dessus encore. Les voleurs et l'âne. Pour un âne enlevé, 2 voleurs se battaient. L'un voulait le garder, l'autre le voulait vendre. Tandis que coup de poing trottait, et que nos champions songeaient à se défendre, arrive un 3e larron, qui saisit maître Aliboron. L'âne, c'est quelquefois une pauvre province. Les voleurs sont tel ou tel prince, comme le Transylvain, le Turc et le Hongrois. Au lieu de 2, j'en ai rencontré 3. Il est assez de cette marchandise. De nul d'eux n'est souvent la province conquise. Un quart voleur survient, qui les accorde net, en se saisissant du baudet. Les 2 mulets. 2 mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé en faisant sonner sa sonnette, quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mulet du fisc une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percé de coups. Il gémit, il soupire. « Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis? Ce mulet qui me suit, du danger se retire, et moi j'y tombe et je péris. » « Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. » La Belette entrait dans un grenier. Damoiselle Belette, au corps long et flouet, entra dans un grenier par un trou fort étroit. Elle sortait de maladie. Là, vivant à discrétion, la galante fit cher lit, mangea, rongea, Dieu sait la vie, et le lard qui périt en cette occasion. La voilà pour conclusion, grâce m'afflue et rebondit. Au bout de la semaine, ayant dîné son sou, elle entend quelque bruit, veut sortir par le trou, ne peut plus repasser et croit s'être méprise. Après avoir fait quelques tours, « C'est, dit-elle, l'endroit. Me voilà bien surprise. J'ai passé par ici depuis 5 ou 6 jours. » un rat qui la voyait en peine lui dit « Vous aviez lors la panse un peu moins pleine. Vous êtes maigre entrée. Il faut maigre sortir. Ce que je vous dis là, l'on le dit à bien d'autres. Mais ne confondons point, par trop approfondir, leurs affaires avec les vôtres. »
L'âne et le petit chien. Ne forçons point notre talent, nous ne ferions rien avec grâce. Jamais un lourdeau, quoi qu'il fasse, ne saurait passer pour galant. Peu de gens que le ciel chérit et gratifie ont le don d'agréer un fût avec la vie. C'est un point qu'il leur faut laisser et ne pas ressembler à l'âne de la fable, qui, pour se rendre plus aimable et plus cher à son maître, alla le caresser. « Comment ?» disait-il en son âme. « Ce chien, parce qu'il est mignon, vivra de père à compagnon avec monsieur, avec madame, et j'aurai des coups de bâton. Que fait-il? Il donne la patte, puis aussitôt il est baisé. S'il en faut faire autant afin que l'on me flatte, cela n'est pas bien mal laissé. » Dans cette admirable pensée, voyant son maître en joie, il s'en vient lourdement, lève une corne toute usée, la lui porte au menton fort amoureusement, non sans accompagner pour plus grand ornement de son chant gracieux cette action hardie. « Oh, oh, quelle caresse et quelle mélodie !» dit le maître aussitôt. « Oh là, Martin, bâton !» Martin, bâton à court, l'âne change de ton. Ainsi finit la comédie. Le lion et le moucheron. Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Penses-tu, Lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie? Un fait plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. à peine il achevait ces mots, que lui-même il sonna la charge. Fut le trompette et le héros, dans la bord il se mit au large. Puis prend son temps, fond sur le cou du lion, qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume, et son œil étincelle. Il rugit, on se cache, on tremble à l'environ. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en 100 lieues le harcèle. Tantôt pique l'échine, et tantôt le museau. Tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son fait monter. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'ait griffe ni dents en la bête irritée, qui de la mettre en sang ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs, balère qui n'en peut, mais, et sa fureur extrême, le fatigue, l'abat. Le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonna la charge, il sonna la victoire, va partout l'annoncer et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là nous peut être enseignée? J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. Le lion et l'âne chassant. Le roi des animaux se mit un jour en tête de giboyer. Il célébrait sa fête. Le gibier du lion, ce ne sont pas moineaux, mais beaux et bons sangliers, daims et cerfs bons et beaux. Pour réussir dans cette affaire, il se servit du ministère de l'âne à la voix de Stentor. L'âne à Messer Lion fit office de cor. Le lion le posta, le couvrit de ramée, lui commanda de braire, assuré qu'à ce son, les moins intimidés fuiraient de leur maison. Leurs troupes n'étaient pas encore accoutumées à la tempête de sa voix. L'air en retentissait d'un bruit épouvantable. La frayeur saisissait les hôtes de ces bois. Tous fuyaient, tous tombaient au piège inévitable où les attendait le lion. « N'ai-je pas bien servi dans cette occasion ?» dit l'âne, en se donnant tout l'honneur de la chasse. « Oui, reprit le lion, c'est bravement crié. Si je ne connaissais ta personne et ta race, j'en serais moi-même effrayé. » L'âne, s'il eût osé, se fut mis en colère, encore qu'on le raillât avec juste raison, car qui pourrait souffrir un âne fanfaron? Ce n'est pas là leur caractère. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?»
dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau. J'étais encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. L'âne chargé d'éponges et l'âne chargé de sel. Un ânier, son sceptre à la main, menait en empereur romain 2 coursiers à longues oreilles. L'un d'éponges chargé marchait comme un courrier, et l'autre, se faisant prier, portait, comme on dit, les bouteilles. Sa charge était de sel. Nos gaillards pèlerins, par monts, par vaux et par chemins, au gué d'une rivière à la fin arrivèrent, et fort empêchés se trouvèrent. L'ânier qui tous les jours traversait ce gué-là, sur l'âne à l'éponge monta, chassant devant lui l'autre bête, qui, voulant en faire à sa tête, dans un trou se précipita, revint sur l'eau, puis échappa, car, au bout de quelques nagées, tout son sel se fondit si bien que le baudet ne sentit rien sur ses épaules soulagées. Camarade épongier prit exemple sur lui, comme un mouton qui va dessus la foi d'autrui. Voilà mon âne à l'eau, jusqu'au col il se plonge, lui le conducteur et l'éponge. Tout droit burent d'autant, l'ânier et le grison firent à l'éponge raison. Celle-ci devint si pesante et de tant d'eau s'emplit d'abord que l'âne succombant ne put gagner le bord. L'ânier l'embrassait dans l'attente d'une prompte et certaine mort. Quelqu'un vint au secours, qui ce fut, n'importe. C'est assez qu'on ait vu par là qu'il ne faut point agir chacun de même sorte. J'en voulais venir à ce point. Le rat de ville et le rat des champs. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs, d'une façon fort civile, à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces 2 amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Rat en campagne aussitôt, et le citadin de dire « Achevons tout notre rôt !»« C'est assez, dit le rustique. « Demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fais du plaisir que la crainte peut corrompre. » Le cerf malade. En pays plein de cerfs, un cerf tomba malade. Un continent main camarade accourt à son grabat le voir, le secourir, le consoler du moins. Multitude importune. Eh, messieurs, laissez-moi mourir. Permettez qu'en forme commune la barque m'expédie et finissez vos pleurs. Point du tout. Les consolateurs de ce triste devoir tout au long s'acquittèrent. Quand il plut à Dieu s'en allèrent, ce ne fut pas sans boire un coup, c'est-à-dire sans prendre un droit de pâturage. Tout se mit à brouter les bois du voisinage. La pitance du cerf en déchut de beaucoup, il ne trouva plus rien à frire. D'un mal, il tomba dans un pire, et se vit réduit à la fin à jeûner et mourir de faim. Il en coûte à qui vous réclame, médecin du corps et de l'âme. Autant, ô mœurs, j'ai beau crier, tout le monde se fait payer. Le corbeau et le renard. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur le corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau.
Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, que l'on ne l'y prendrait plus. Les deux chiens et l'âne morts. Les vertus devraient être sœurs, ainsi que les vices sont frères. Dès que l'un de ceux-ci s'empare de nos cœurs, tous viennent à la file, il ne s'en manque guère. J'entends de ceux qui, n'étant pas contraires, peuvent loger sous même toit. À l'égard des vertus, rarement on les voit, tout en un sujet éminemment placé, se tenir par la main sans être dispersés. L'un est vaillant mais prompt, l'autre est prudent mais froid. Parmi les animaux, le chien se pique d'être soigneux et fidèle à son maître. Mais il est sot, il est gourmand. Témoin ces deux matins qui, dans l'éloignement, virent un âne mort qui flottait sur les ondes. Le vent de plus en plus l'éloignait de nos chiens. « Ami, dit l'un, tes yeux sont meilleurs que les miens. Porte un peu tes regards sur ces plaines profondes. J'y crois voir quelque chose. Est-ce un bœuf, un cheval ?»« Et qu'importe quel animal, dit l'un de ces matins. Voilà toujours curé. Le point est de l'avoir, car le trajet est grand. Et de plus, il nous faut nager contre le vent. Buvons toute cette eau. Notre gorge altérée en viendra bien à bout. Ce corps demeurera bientôt à sec, et ce sera provision pour la semaine. » Voilà mes chiens à boire. Ils perdirent l'haleine, et puis la vie. Ils firent tant qu'on les vit crever à l'instant. L'homme est ainsi bâti. Quand un sujet l'enflamme, l'impossibilité disparaît à son âme. Combien fait-il de vœux, combien perd-il de pas, soutrant pour acquérir des biens ou de la gloire? Si j'arrondissais mes états, si je pouvais remplir mes coffres de ducats, si j'apprenais l'hébreu, les sciences, l'histoire. Tout cela, c'est la mer à boire, mais rien à l'homme ne suffit. Pour fournir au projet que forme un seul esprit, il faudrait 4 corps, encore loin d'y suffire. À mi-chemin, je crois que tous demeureraient, quand Mathusalem bout à bout ne pourrait mettre à fin ce qu'un seul désire. Le pot de terre et le pot de fer. Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Celui-ci s'en excusa, disant qu'il ferait que sage de garder le coin du feu, car il lui fallait si peu que la moindre chose de son débris serait cause, il n'en reviendrait morceau. Pour vous, dit-il, dont la peau est plus dure que la mienne, je ne vois rien qui vous tienne. Nous vous mettrons à couvert, repartit le pot de fer. Si quelque matière dure vous menace d'aventure, entre deux je passerai, et du coup vous sauverai. Cette offre le persuade. Pot de fer, son camarade, se met droit à ses côtés. Mes gens s'en vont à 3 pieds, clopin-clopant comme ils peuvent, l'un contre l'autre jetés, au moindre hoquet qu'ils trouvent. Le pot de terre en souffre, il n'eût pas fait 100 pas que par son compagnon, il fut mis en éclat, sans qu'il eût lieu de se plaindre. Ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ces pots. Le coche et la mouche. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, 6 forts chevaux tiraient un coche. Femmes, moines, vieillards, tout était descendu. L'attelage suait, soufflait, était rendu. Une mouche survient et des chevaux s'approchent, prétend les animer par son bourdonnement, pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine, s'assied sur le timon, sur le nez du cocher, aussitôt que le char chemine et qu'elle voit les gens marcher, elle s'en attribue uniquement la gloire. Va, vient, fait l'empresser, il semble que ce soit un sergent de bataille allant en chaque endroit, faire avancer ses gens et hâter la victoire. La mouche, en ce commun besoin, se plaint qu'elle agit seule et qu'elle a tout le soin, qu'aucun n'aide aux chevaux à se tirer d'affaire. Le moine disait son bréviaire, il prenait bien son temps. Une femme chantait, c'était bien de chansons qu'alors il s'agissait. Dame mouche s'en va chanter à leurs oreilles, et fait 100 sottises pareilles.
Après bien du travail, le coche arrive au haut. Respirons maintenant, dit la mouche aussitôt. J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. Ça, messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine. Ainsi certaines gens, faisant les empressés, s'introduisent dans les affaires, ils font partout les nécessaires, et partout importuns, devraient être chassés. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni, M'y voici donc? point du tout, M'y voilà? vous n'en approchez point. » La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Le renard et le buste. Les grands, pour la plupart, sont masques de théâtre. Leur apparence impose aux vulgaires idolâtres. L'âne n'en sait juger que par ce qu'il en voit. Le renard, au contraire, à fond les examine, les tourne de tous sens, et quand il s'aperçoit que leur fait n'est que bonne mine, il leur applique un mot qu'un buste de héros lui fit dire fort à propos. C'était un buste creux et plus grand que nature. Le renard, en louant l'effort de la sculpture, « Belle tête, dit-il, mais de cervelle point. » combien de grands seigneurs sont bustes en ce point. Le héron. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où le héron au long bec émanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente, ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère la carpe y faisait 1000 tours, avec le brochet son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tous s'approchaient du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux fait d'attendre, qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanges qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas, il s'attendait à mieux, et montrait un goût dédaigneux, comme le rat du bon Horace. « Moi, des tanches, Dit-il. moi, héron, que je fasse une si pauvre chair, pour qui me prend-on? La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, au Dieu de plaise. » Il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas au héron que je parle. Écoutez, humain, un autre conte. Vous verrez que chez vous, j'ai puisé ces leçons. Le renard, le singe et les animaux. Les animaux, au décès d'un lion, en son vivant prince de la contrée, pour faire un roi s'assemblèrent, dit-on. De son étui, la couronne est tirée. Dans une chartre, un dragon la gardait. Il se trouva que, sur tous essayés, à pas un d'eux elle ne convenait. Plusieurs avaient la tête trop menue, aucun trop grosse, aucun même cornu. Le singe aussi fit l'épreuve en riant, et par plaisir, la tiers essayant, il fit autour force grimacerie, tour de souplesse et 1000 singeries. Passa dedans ainsi qu'en un cerceau. Aux animaux, cela sembla si beau qu'il fut élu. Chacun lui fit hommage. Le renard seul regretta son suffrage, sans toutefois montrer son sentiment. Quand il eut fait son petit compliment, il dit au roi: « Je sais, sire, une cache, et ne crois pas qu'autre que moi la sache.
Or tout trésor, par droit de royauté, appartient, sire, à votre majesté. Le nouveau roi bâille après la finance. Lui-même y court pour n'être pas trompé. C'était un piège, il y fut attrapé. Le renard dit au nom de l'assistance: « Prétendrais-tu nous gouverner encore, ne sachant pas te conduire toi-même ?» Il fut démis, et l'on tomba d'accord qu'à peu de gens convient le diadème. Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup lui fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, » lui repartit le chien. « Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils y sont misérables. Cancre, air et pauvre diable, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi, rien d'assuré, point de franche lippée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit: « Que me faudra-t-il faire ?»« Presque rien, » dit le chien. « Donner la chasse aux gens, portant bâton et mendiant, flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. » Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce là ?» lui dit-il. « Rien. »« Quoi rien ?»« Peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. »« Attaché ?» dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ?»« Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que, de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Cela dit, maître loup s'enfuit, et court encore. Le corbeau voulant imiter l'aigle. L'oiseau de Jupiter, en levant un mouton, un corbeau témoin de l'affaire, et plus faible de rein, mais non pas moins glouton, en voulut sur l'heure autant faire. Il tourne alentour du troupeau, marque entre 100 moutons le plus gras, le plus beau, un vrai mouton de sacrifice. On l'avait réservé pour la bouche des dieux. Gaillard Corbeau disait, en le couvant des yeux: « Je ne sais qui fut ta nourrice, mais ton corps me paraît en merveilleux état, tu me serviras de pâture. » Sur l'animal bêlant, à ces mots il s'abat. La moutonnière créature pesait plus qu'un fromage, outre que sa toison était d'une épaisseur extrême, et mêlée à peu près de la même façon que la barbe de Polyphème. Elle empêtra si bien les serres du corbeau que le pauvre animal ne put faire retraite. Le berger vient, le prend, l'encage bien et beau, le donne à ses enfants pour servir d'amusette. Il faut se mesurer, la conséquence est nette. Mal prend au volereau de faire des voleurs. L'exemple est un dangereux leurre. Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs. Où la guêpe a passé, le moucheron demeure. Le chien qui lâche sa proie pour l'ombre. Chacun se trompe ici-bas. On voit courir après l'ombre tant de fous qu'on n'en sait pas la plupart du temps le nombre. Aux chiens dont parle Ésope, il faut les renvoyer. Ce chien, voyant sa proie en l'eau représentée, la quitta pour l'image et pensa se noyer. La rivière devint tout d'un coup agitée. À toute peine, il regagna les bords et n'eut ni l'ombre ni le corps. Le paon se plaignant à Junon. Le paon se plaignait à Junon. « Déesse, disait-il, ce n'est pas sans raison que je me plains, que je murmure. Le chant dont vous m'avez fait don déplaît à toute la nature. Au lieu qu'un rossignol, chétive créature, forme des sons aussi doux qu'éclatants, et lui seul l'honneur du printemps.
Junon répondit en colère. Oiseau jaloux, et qui devrait te taire, est-ce à toi d'envier la voix du rossignol, toi que l'on voit porter à l'entour de ton col un arc-en-ciel nué de 100 sortes de soies, qui te panade, qui déploie une si riche queue, et qui semble à nos yeux la boutique d'un lapidaire? Est-il quelque oiseau sous les cieux plus que toi capable de plaire? Tout animal n'a pas toute propriété. Nous vous avons donné diverses qualités. Les unes ont la grandeur et la force en partage. Le faucon est léger, l'aigle plein de courage. Le corbeau sert pour le présage. La corneille avertit des malheurs à venir. Tous sont contents de leur ramage. Cesse donc de te plaindre, ou bien pour te punir, je t'ôterai ton plumage. L'âne et le chien. Il se faut entraider, c'est la loi de nature. L'âne un jour pourtant s'en moqua, et ne sait comme il y manqua, car il est bonne créature. Il allait par pays, accompagné du chien, gravement, sans songer à rien, tous deux suivis d'un commun maître. Ce maître s'endormit. L'âne se mit à paître. Il était alors dans un pré, dont l'herbe était fort à son gré. Point de chardon pourtant. Il s'en passa pour l'heure. Il ne faut pas toujours être si délicat, et, faute de servir ce plat, rarement un festin demeure. Notre baudet s'en fut enfin, passé pour cette fois. Le chien, mourant de faim, lui dit « Cher compagnon, baisse-toi, je te prie, je prendrai mon dîner dans le panier au pain. » Point de réponse, mot. Le roussin d'Acardie craignit qu'en perdant un moment, il ne perdît un coup de dent. Il fit longtemps la sourde oreille. Enfin il répondit « Ami, je te conseille d'attendre que ton maître ait fini son sommeil, car il te donnera sans faute à son réveil ta portion accoutumée, il ne saurait tarder beaucoup. » Sur ces entrefaites, un loup sort du bois et s'en vient, autre bête affamée. L'âne appelle aussitôt le chien à son secours. Le chien ne bouge et dit « Ami, je te conseille de fuir en attendant que ton maître s'éveille. Il ne saurait tarder. Détale vite et cours. Que si ce loup t'atteint, casse-lui la mâchoire. On t'a ferré de neuf, et si tu veux me croire, tu l'étendras tout plat. » Pendant ce beau discours, Seigneur Loup étrangla le baudet sans remède. Je conclus qu'il faut qu'on s'entraide. Le renard et le bouc. Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami Bouc des plus hauts encornés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez. L'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux en eurent pris, le renard dit au bouc « Que ferons-nous, compère? Ce n'est pas tout de boire. Il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi. Mets-les contre le mur, le long de ton échine je grimperai premièrement, puis sur tes cornes mets le vent, à l'aide de cette machine, de ce lieu-ci je sortirai, après quoi je t'en tirerai. »« Par ma barbe, dit l'autre, il est bon, et je loue, les gens bien sensés comme toi. Je n'aurais jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. » Le renard sort du puits, laisse son compagnon, et vous lui fait un beau sermon pour l'exhorter à patience. « Et si le ciel tue, dit-il, donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas à la légère descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts, car pour moi, j'ai certaine affaire qui ne me permet pas d'arrêter en chemin. » En toute chose, il faut considérer la fin. Le renard et les raisins. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit au haut d'une treille des raisins mûrs apparemment, et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas, mais comme il n'y pouvait atteindre, « Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. » Fit-il pas mieux que de se plaindre? Le petit poisson et le pêcheur. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'était encore que fretin fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. « Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin.
Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. » Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière: « Que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi Carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher. Au lieu qu'il vous en faut chercher, peut-être encore 100 de ma taille, pour faire un plat. Quel plat? Croyez-moi, rien qui vaille. » « Rien qui vaille? Eh bien, soit, » repartit le pêcheur. « Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle, et vous avez beau dire, dès ce soir on vous fera frire. » Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Le lion et le rat. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire Rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Le vieux chat et la jeune souris. Une jeune souris, de peu d'expérience, crut fléchir un vieux chat, implorant sa clémence. Et, payant de raison, le ramina grobit. « Laissez-moi vivre. Une souris de ma taille et de ma dépense est à la charge en ce logis. Affamerai-je, à votre avis, l'hôte et l'hôtesse et tout leur monde? D'un grain de blé je me nourris, une noix me rend toute ronde. À présent je suis maigre, attendez quelque temps. Réservez ce repas à messieurs vos enfants. » Ainsi parlait au chat la souris attrapée. L'autre lui dit: « Tu t'es trompé. Est-ce à moi que l'on tient de semblables discours? Tu gagnerais autant de parler à des sourds. Chat et vieux, pardonnez, cela n'arrive guère. Selon ces lois, descends là-bas, meurs et va-t'en, tout de ce pas. Haranguez les sœurs filandières, mes enfants trouveront assez d'autres repas. » Il tint parole. Et pour ma fable, voici le sens moral qui peut y convenir. La jeunesse se flatte et croit tout obtenir. La vieillesse est impitoyable. La laitière et le pot au lait. Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un 102, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. « Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était, quand je lus, de grosseur raisonnable. J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau? » Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu veau, vache, cochon, couvé. La dame de ses biens, quittant d'un œil Marie sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari en grand danger d'être battue. Le récit en farce en fut fait, on l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait châteaux en Espagne? Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes, tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi, mon peuple même, les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même?
Je suis Gros-Jean comme devant. Ainsi s'achève cette compilation de fables de Jean de La Fontaine. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à y laisser un petit commentaire et à t'abonner à l'heure du conteur afin de ne rater aucune de nos excursions dans le monde merveilleux des contes, des mythes et des classiques de la littérature. À bientôt!